Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Premier épisode. La Dame blonde. Le 8 décembre de l'an dernier, M. Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha, dans le fouillis d'un marchand de bric-à-brac, un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs. « Voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne, pensa-t-il. Et comme il s'ingéniait, dans la mesure de ses modestes ressources, à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de 65 francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme, de tournure élégante, et qui furetait déjà de droite et de gauche, aperçut le meuble et demanda « Combien ?» « Il est vendu, » répliqua le marchand. « Ah ! À monsieur peut-être ?» Monsieur Gerbois salua, et, d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait 10 pas dans la rue qu'il fut rejoint par le jeune homme qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit « Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchiez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ? » « Non, je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. » « Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup ? » « J'y tiens, voilà tout. » « Parce qu'il est ancien, peut-être ? » « Parce qu'il est commode. » « En ce cas, vous consentiriez à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état ? » « Celui-ci est en bon état, et l'échange me paraît inutile. » Cependant, M. Gerbois est un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement. « Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. » Une heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflay. Il appela sa fille. « Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. » Suzanne était une jolie créature, expansive et heureuse. Elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que s'il lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placé dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à 7h30, M. Gerbois se rendit au lycée. À 10h, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie, et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser sur le trottoir opposé à la grille sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble. « Et ton secrétaire ? Une pure merveille. Hortense et moi, nous avons fait les cuivres. On dirait de l'or. Ainsi, tu es contente. » « Si je suis contente, c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai pu n'en passer jusqu'ici. » Ils traversèrent le jardin qui précède la maison. M. Gerbois proposa. « Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. »« Oh oui, c'est une bonne idée. » Elle monta la première, mais, arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri d'effarement. « Qu'y a-t-il donc ?» balbutia M. Gerbois. À son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent, avait arrêté sa charrette devant le jardin qui précède la maison et sonné par 2 fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon, de sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. À remarquer ceci,
Aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus, le porte-monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé, ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable, car, enfin, pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime? Le seul indice que put fournir le professeur fut l'incident de la veille. Tout de suite, ce jeune homme a marqué de mon refus une vive contrariété, et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. C'était bien vague. On interrogea le marchand. Il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs. Quant à l'objet, il l'avait acheté 40 francs à Chevreuse dans une vente après décès et croyait bien l'avoir revendu à sa valeur. L'enquête poursuivie n'apprit rien de plus. Mais M. Gerbois resta persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir, et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision. « Mon pauvre père, qu'aurions-nous fait de cette fortune ?» répétait Suzanne. « Comment? Mais avec une pareille dot, tu pourrais prétendre au plus haut parti. » Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, assombrie de regrets et de déceptions. 2 mois se passèrent, et soudain, coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue d'heureuses chances et de catastrophes. Le 1er février, à 5h30, M. Gerbois, qui venait de rentrer, un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire. La politique ne l'intéressant pas, il tourna la page. Aussitôt, un article attira son attention, intitulé « 3e tirage de la loterie des associations de la presse. Le numéro 514, série 23, gagne 1 million. » Le journal lui glissa des doigts, les murs vacillèrent devant ses yeux, et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série 23, c'était son numéro. Il l'avait acheté par hasard pour rendre service à l'un de ses amis, car il ne croyait guère aux faveurs du destin, et voilà qu'il gagnait. Vite, il tira son calepin. Le numéro 514, série 23, était bien inscrit, pour mémoire, sur la page du calepin. Mais le billet... Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppes parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet, et dès l'entrée il s'arrêta net, chancelant de nouveau et le cœur contracté. La boîte d'enveloppes ne se trouvait pas là, et, chose terrifiante, il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était pas là. Depuis des semaines, il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves. Un bruit de pas sur le gravier du jardin. Il appela. « Suzanne, Suzanne !» Elle arrivait de course. Elle monta précipitamment. Il bégaya d'une voix étranglée. « Suzanne, la boîte d'enveloppe !»« Laquelle ? » ?»« Celle du Louvre, que j'avais rapportée un jeudi et qui était au bout de cette table. »« Mais rappelle-toi, père, c'est ensemble que nous l'avons rangée. »« Quand ? » ?»« Le soir, tu sais, la veille du jour. »« Mais où ? Réponds, tu me fais mourir. »« Où ? Dans le secrétaire. »« Dans le secrétaire qui a été volé ? » ?»« Oui, dans le secrétaire qui a été volé. » Il répéta ces mots avec une sorte d'épouvante, puis il lui saisit la main et d'un ton plus bas encore. « Elle contenait 1 million, ma fille. »« Ah, père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-elle naïvement. « 1 million, reprit-il, c'était le numéro gagnant des bons de la presse. » L'énormité du désastre les écrasait, et longtemps ils gardèrent un silence qu'ils n'avaient pas le courage de rompre. Enfin Suzanne prononça. « Mais père, on te le paiera tout de même. »« Pourquoi ? Sur quelle preuve ? »
Il faut donc des preuves? Parbleu! Et tu n'en as pas? Si, j'en ai une. Alors? Elle était dans la boîte. Dans la boîte qui a disparu? Oui, et c'est l'autre qui la touchera. Mais ce serait abominable. Voyons, père, tu pourras t'y opposer? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Cet homme doit être fort. Il dispose de telles ressources. Souviens-toi, l'affaire de ce meuble. Il se releva dans un sursaut d'énergie et frappant du pied. Eh bien non, non et non. Il ne l'aura pas, ce million. Il ne l'aura pas. Pourquoi l'aurait-il? Après tout, si habile qu'il soit, lui non plus ne peut rien faire. S'il se présente pour toucher, on le coffre. Ah, nous verrons bien, mon bonhomme. Tu as donc une idée, père? Celle de défendre nos droits jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et nous réussirons. Le million est à moi, je l'aurai. Quelques minutes plus tard, il expédiait cette dépêche. Gouverneur Crédit Foncier, rue Capucine, Paris. Suis possesseur du numéro 514, série 23, mais opposition par toute voie légale à toute réclamation étrangère. Gerbois. Presque en même temps, parvenait au Crédit Foncier cet autre télégramme. Le numéro 514, série 23, est en ma possession. Arsène Lupin. Chaque fois que j'entreprends de raconter quelqu'une des innombrables aventures dont se compose la vie d'Arsène Lupin, j'éprouve une véritable confusion, tellement il me semble que la plus banale de ces aventures est connue de tous ceux qui vont me lire. De fait, il n'est pas un geste de notre voleur national, comme on l'a si joliment appelé, qui n'ait été signalé de la façon la plus retentissante, pas un exploit que l'on ait étudié sous toutes ses faces, pas un acte qui n'ait été commenté avec cette abondance de détails que l'on réserve d'ordinaire au récit des actions héroïques. Qui ne connaît, par exemple, cette étrange histoire de la dame blonde, avec ses épisodes curieux que les reporters intitulaient en gros caractères le numéro 514, série 23, le crime de l'avenue Henri Martin, le diamant bleu. Quel bruit autour de l'intervention du fameux détective anglais Sherlock Holmes. Quelle effervescence après chacune des péripéties qui marquèrent la lutte de ces deux grands artistes. Et quel vacarme sur les boulevards, le jour où les camelots vociféraient l'arrestation d'Arsène Lupin. Mon excuse, c'est que j'apporte du nouveau. J'apporte le mot de l'énigme. Il reste toujours de l'ombre autour de ces aventures. Je la dissipe. Je reproduis des articles lus et relus. Je recopie d'anciennes interviews. Mais tout cela, je le coordonne, je le classe et je le soumets à l'exacte vérité. Mon collaborateur, c'est Arsène Lupin, dont la complaisance à mon égard est inépuisable. Et c'est aussi, en l'occurrence, l'ineffable Wilson, l'ami et le confident de Sholmès. On se rappelle le formidable éclat de rire qui accueillit la publication de la double dépêche. Le nom seul d'Arsène Lupin était un gage d'imprévu, une promesse de divertissement pour la galerie. Et la galerie, c'était le monde entier. Des recherches opérées aussitôt par le Crédit Foncier, il résulta que le numéro 514, série 23, avait été délivré par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais, succursale de Versailles, au commandant d'artillerie Bessy. Or, le commandant était mort d'une chute de cheval. On sut par des camarades auxquels il s'était confié que, quelque temps avant sa mort, il avait dû céder son billet à un ami. « Cet ami, c'est moi, » affirma M. Gerbois. « Prouvez-le, » objecta le gouverneur du Crédit Foncier. « Que je le prouve? Facilement. 20 personnes vous diront que j'avais avec le commandant des relations suivies et que nous nous rencontrions au café de la place d'Armes. C'est là qu'un jour, pour l'obliger dans un moment de gêne, je lui ai repris son billet contre la somme de 20 francs. Vous avez des témoins de cet échange? Non. En ce cas, sur quoi fondez-vous votre réclamation? Sur la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet. Quelle lettre? Une lettre qui était épinglée avec le billet. Montrez-la. Mais elle se trouvait dans le secrétaire volé. Retrouvez-la. Arsène Lupin la communiqua à lui. Une note insérée par l'Écho de France,
lequel a l'honneur d'être son journal officiel, et dont il est, paraît-il, un des principaux actionnaires. Une note annonça qu'il remettait entre les mains de M. Detinant, son avocat conseil, la lettre que le commandant Bessy lui avait écrite, à lui, personnellement. Ce fut une explosion de joie. Arsène Lupin prenait un avocat. Arsène Lupin, respectueux des règles établies, désignait pour le représenter un membre du barreau. Toute la presse se rua chez M. Detinant, député radical influent, homme de haute probité en même temps que d'esprit fin, un peu sceptique, volontiers paradoxal. Detinant n'avait jamais eu le plaisir de rencontrer Arsène Lupin, et il le regrettait vivement. Mais il venait en effet de recevoir ses instructions, et, très touché d'un choix dont il se sentait tout l'honneur, il comptait défendre vigoureusement le droit de son client. Il ouvrit donc le dossier nouvellement constitué, et, sans détour, exhiba la lettre du commandant. Elle prouvait bien la cession du billet, mais ne mentionnait pas le nom de l'acquéreur. « Mon cher ami, disait-elle simplement. « Mon cher ami, c'est moi, ajoutait Arsène Lupin dans une note jointe à la lettre du commandant, et la meilleure preuve, c'est que j'ai la lettre. La nuée des reporters s'abattit immédiatement chez M. Gerbois, qui ne put que répéter. Mon cher ami n'est autre que moi. Arsène Lupin a volé la lettre du commandant avec le billet de loterie. Qu'il le prouve, riposta Lupin au journaliste. Mais puisque c'est lui qui a volé le secrétaire, s'exclama M. Gerbois devant les mêmes journalistes. Et Lupin riposta, qu'il le prouve. Et ce fut un spectacle d'une fantaisie charmante que ce duel public entre les deux possesseurs du numéro 514, série 23, que ces allées et venues des reporters, que le sang-froid d'Arsène Lupin en face de l'affolement de ce pauvre M. Gerbois. Le malheureux, la presse était remplie de ses lamentations. Il confiait son infortune avec une ingénuité touchante. Comprenez-le, messieurs, c'est la dot de Suzanne que ce gredin me dérobe. Pour moi, personnellement, je m'en moque, mais pour Suzanne, pensez donc, 1 million, 10 fois 100 000 francs. Ah, je savais bien que le secrétaire contenait un trésor. On avait beau lui objecter que son adversaire, en emportant le meuble, ignorait la présence d'un billet de loterie, et que nul, en tout cas, ne pouvait prévoir que ce billet gagnerait le gros lot, il gémissait. Allons donc, il le savait. Sinon, pourquoi se serait-il donné la peine de prendre ce misérable meuble? Pour des raisons inconnues, mais certes point pour s'emparer d'un chiffon de papier qui valait alors la modeste somme de 20 francs. La somme d'1 million, il le savait, il sait tout. Ah, vous ne le connaissez pas, le bandit. Il ne vous a pas frustré d'1 million, vous. Le dialogue aurait pu durer longtemps, mais le 12e jour, M. Gerbois reçut d'Arsène Lupin une missive qui portait la mention « confidentielle ». Il lut avec une inquiétude croissante. « Monsieur, la galerie s'amuse à nos dépens. N'estimez-vous pas le moment venu d'être sérieux? J'y suis, pour ma part, fermement résolu. La situation est nette. Je possède un billet que je n'ai pas, moi, le droit de toucher. Et vous avez, vous, le droit de toucher un billet que vous ne possédez pas. Donc, nous ne pouvons rien l'un sans l'autre. Or, ni vous ne consentiriez à me céder votre droit, ni moi à vous céder mon billet. Que faire? Je ne vois qu'un moyen, séparons. 1 demi-million pour vous, 1 demi-million pour moi. N'est-ce pas équitable? Et ce jugement de Salomon ne satisfait-il pas à ce besoin de justice qui est en chacun de nous? Solution juste, mais solution immédiate. Ce n'est pas une offre que vous avez le loisir de discuter, mais une nécessité à laquelle les circonstances vous contraignent à vous plier. Je vous donne 3 jours pour réfléchir. Vendredi matin, j'aime à croire que je lirai, dans les petites annonces de l'Écho de France, une note discrète adressée à M. Ars Lup et contenant, en termes voilés, votre adhésion pure et simple au pacte que je vous propose. Moyennant quoi, vous rentrez en possession immédiate du billet et touchez le million, quitte à me remettre 500 000 francs par la voie que je vous indiquerai ultérieurement.
En cas de refus, j'ai pris mes dispositions pour que le résultat soit identique. Mais outre les ennuis très graves que vous causerait une telle obstination, vous auriez à subir une retenue de 25 000 francs pour frais supplémentaires. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux, Arsène Lupin.